Monsieur Luc Michel, vous êtes des géopoliticiens spécialistes des questions internationales. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, comment analysez-vous les négociations nucléaires entre l'Iran et les 5+1? Il y a eu surtout cette déclaration, ce discours du guide suprême de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui dit que voilà, les sanctions devront être levées immédiatement après un éventuel accord, qui dit que l'Iran a respecté ses engagements, mais ce sont les États-Unis qui ont brisé leurs engagements, qui ont triché, qui dit que voilà, l'Iran est attaché à l'éthique politique et personne en Iran n'est opposé à une solution politique de la question du nucléaire iranien. Mais écoutez, il faut constater que négocier avec les Occidentaux ne donne plus aucune garantie. On est devant le même problème actuellement avec les accords de Minsk II en Ukraine. On a une partie qui est l'Ukraine avec les Américains derrière qui ne tient pas sa parole. On est devant ce problème-là maintenant, l'Iran, dans les négociations de Vienne. On ne sait plus qui peut croire à la parole des Américains. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? La politique américaine, visiblement, se révèle sous l'influence du lobby pro-israélien. Et on voit maintenant les Américains avancer des conditions qui n'étaient pas prévues au départ de Vienne et qui sont des conditions politiques. En sachant que ces conditions politiques commencent à ressembler aux exigences qui étaient celles de Netanyahou et des Israéliens. On voudrait que l'Iran désarme, on voudrait que l'Iran renonce à beaucoup de choses. Ça n'a jamais été dans le cadre de Vienne et ce n'était pas ce que les Occidentaux eux-mêmes reconnaissaient être les avancées positives de Vienne. Il y a la position américaine, mais il y a surtout la position française, puisque Paris, à la table des négociations, prend lui-même l'agenda israélien. J'écoutais un analyste français ce matin, et il disait lui-même que M. Fabius, à la table des négociations, tenait le rôle de M. Netanyahou. On a ici, aussi bien dans le cas américain que dans le cas français, l'influence évidemment du lobby pro-israélien. Dans le cas français, c'est étonnant puisque vous savez que Paris est devenu le meilleur allié de Washington. Ça se révèle dans tous les dossiers de politique internationale, en Syrie, en Ukraine et dans d'autres pays. Et on voit ici Paris subitement non plus devenir le meilleur allié de Washington, mais se révéler l'allié le plus étroit de la politique israélienne. On est dans, comment pourrais-je dire, dans un grand théâtre, et négocier avec les Occidentaux, c'est négocier avec des gens qui n'ont pas de parole et dont les positions changent au fur et à mesure que change la politique internationale. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'autre? Moi, je comprends la colère de l'Iran, évidemment. C'est la colère également de la diplomatie russe en Ukraine. Il se passe maintenant quasiment la même chose à propos des négociations de Genève avec le gouvernement de Damas. On a de nouveau des Occidentaux, une des parties qui est l'armée syrienne libre et le CNS, le soi-disant Conseil national syrien, qui aussi reviennent sur leur position. L'Occident se relève peu fiable et je vais vous parler franchement. Si on continue comme ça, c'est la fin de la diplomatie internationale. Je pense qu'il n'y a plus que M. Lavrov pour y croire. Monsieur Michel, vous l'avez dit, en fait, on ne peut pas se fier à l'Occident ou à la diplomatie occidentale, et le guide suprême de la Révolution a également précisé un autre point ô combien important dans son discours en disant que voilà, ces discussions, ces négociations, ça se limite
au nucléaire et l'Iran ne négocie absolument pas avec les États-Unis au sujet des questions internes, au sujet des questions régionales et au sujet en fait des capacités défensives du pays. Il a dit parce que notre politique est à l'opposé de celle des Américains. Les Américains veulent sommer des insécurités dans la région alors que l'Iran suit en fait une politique contraire, tout à fait contraire à cela dans la région. Et on a une politique américaine qui mondialement tend depuis maintenant une décennie à apporter le chaos. On a l'exemple de la Libye, on a l'exemple du Levant, de l'Irak, de la Syrie, on a le problème maintenant du Golfe, on a le problème de l'Ukraine. L'Amérique se révèle un facteur de chaos et les géopoliticiens américains eux-mêmes théorisent ce qu'ils appellent la stratégie du chaos. George Friedman, qui est le patron de Stratford, dans son livre Les 100 prochaines années, évoque cette stratégie ouvertement dans une dizaine de pages. Qui peut encore négocier avec eux? C'est ça le grand quand même. Moi, je vais vous parler franchement, je vais vous donner mon avis. Je n'ai jamais cru à la bonne foi occidentale dans aucune des grandes négociations viennent avec l'Iran, Minsk avec la Russie et les républiques du Donbass et évidemment Genève avec la Syrie. On a un partenaire qualifié de partenaire par les Russes, par exemple, qui sont les Américains et qui n'a plus de fiabilité. La seconde chose qu'il faut se rendre compte, c'est que la politique américaine, elle est soumise à des lobbies. Le principal d'entre eux, c'est le lobby pro-israélien AIPAC, et il a révélé à l'occasion du voyage de Netanyahou aux États-Unis que c'était lui littéralement qui dominait la politique proche-orientale du Congrès américain. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Washington se laisse dicter sa politique par la politique intérieure d'un autre pays qui est Israël, par des changements de politique régionale, on ne peut plus discuter avec un partenaire comme ça. Et que vaut la parole américaine à partir du moment où la majorité du Congrès américain, des sénateurs, déclarent eux-mêmes que ce n'est pas la Maison-Blanche qui décide, mais eux, et qu'en fin de cause, une décision de la Maison-Blanche peut être remise en question aujourd'hui ou dans 2 ans par le même Congrès des États-Unis. Il y a eu cette fameuse lettre de 48 sénateurs républicains au peuple iranien, qui était une façon de renvoyer dos à dos Barack Obama, mais aussi le leadership iranien, en s'adressant directement à un peuple iranien qu'on prend un peu en otage. Ce ne sont pas des façons de faire non plus. On ne peut pas continuer comme ça, et je pense que on est à la fin d'un ordre international où les discussions, la diplomatie réglaient les grandes crises. On est maintenant face à des gens qui ouvertement se révèlent le parti de la guerre.